Tu penses vraiment que tu mérites autant d'investissement que ton frère? M'a demandé mon père, les yeux fixés sur moi à travers la table familiale. C'était un mercredi de mars, et je venais de montrer ma lettre d'acceptation à l'université Northwestern, l'enveloppe tremblant encore légèrement entre mes mains moites. Papa, j'ai été admis dans le programme d'ingénierie avec une bourse partielle, répondis-je en essayant de garder la voix ferme. Mes notes sont meilleures que celles de Kevin. Ma mère soupira bruyamment, comme si ma simple présence était un fardeau. Marcus, mon chéri, tu sais que nous avons déjà engagé nos ressources dans l'éducation de Kevin. Il a le potentiel pour faire médecine, c'est un investissement plus sûr. Kevin, de 2 ans mon cadet, était assis à côté de moi avec ce sourire suffisant que je connaissais depuis l'enfance. Il n'avait encore été accepté nulle part, mais mes parents avaient déjà décidé qu'il méritait d'aller à la faculté de médecine de Harvard avant même qu'il ait terminé le lycée. Je m'appelle Marcus Thompson et, à 18 ans, je viens de découvrir que mes propres parents considéraient mon avenir comme un risque inutile. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne supérieure à Westchester, dans l'État de New York. Mon père, Richard, était comptable senior dans un cabinet réputé, et ma mère, Patricia, travaillait comme directrice administrative dans un hôpital privé. Notre maison coloniale à 2 étages, avec son jardin parfait et sa clôture blanche, cachait une réalité bien différente de l'harmonie que nous projetions à nos voisins. Depuis mon plus jeune âge, j'étais le fils à problème, ou du moins c'est ainsi que l'on me voyait. Alors que Kevin excellait dans les sports et obtenait des notes correctes sans trop d'efforts, j'étais le nerf qui passait des heures à étudier pour obtenir des A. Quand Kevin cassait quelque chose, c'était un accident de garçon. Quand je cassais quelque chose, c'était l'irresponsabilité typique de Marcus. À Noël, Kevin recevait le dernier iPhone, des baskets chères, des jeux vidéo. Je recevais des livres d'occasion et des vêtements pratiques. Marcus apprécie davantage les choses intellectuelles, justifiait ma mère lorsque je lui demandais pourquoi cette différence flagrante. Pendant mes années de lycée, je me suis plongé dans la programmation et la robotique. J'ai remporté 3 concours technologiques au niveau de l'État, j'ai été accepté dans des programmes d'été au MIT et j'ai développé une application qui a été téléchargée 5000 fois. Mes parents n'ont assisté à aucune de mes remises de prix. Kevin jouait au baseball dans l'équipe de l'école. Il n'était pas exceptionnel, loin de là, mais mes parents ne manquaient jamais un match. Ils ont acheté du matériel très cher, engagé un entraîneur privé et transformé chaque victoire de l'équipe en une fête familiale. Tu te souviens quand tu as gagné ce concours de robotique l'année dernière? M'avait demandé ma cousine Sarah à Thanksgiving. Vous avez dû être si fiers. Mes parents ont échangé des regards gênés. Ah oui, bien sûr, a répondu ma mère vaguement. Marcus a toujours été très technique. Elle ne savait même pas quel concours j'avais remporté. Ni que j'avais terminé premier de l'État, avec un article dans le journal local et une bourse d'études de 5000 $. Pendant ce temps, lorsque Kevin avait marqué un home run lors d'un match de la saison régulière, mon père avait pris un jour de congé pour l'emmener dans un restaurant de steak cher afin de fêter ça. L'investissement dans Kevin est décidé depuis des années, avait poursuivi mon père, revenant au présent. Tu peux essayer d'obtenir un prêt étudiant ou t'inscrire dans une université publique moins chère. Mais papa, Northwestern a l'un des meilleurs programmes d'ingénierie du pays. Avec ma bourse partielle, ça ne serait que... Marcus, m'a-t-il interrompu avec ce ton que je connaissais bien. La décision est prise. Kevin a besoin de notre soutien financier total. Tu as toujours été plus indépendant. Indépendant. Le mot code que mes parents utilisaient pour justifier des décennies de négligence émotionnelle et financière. Indépendant. Quand j'avais 8 ans et qu'ils avaient oublié de venir me chercher à l'école parce qu'ils étaient à l'entraînement de Kevin. Indépendant. Quand j'ai dû tondre la pelouse des voisins pour acheter mon propre ordinateur portable alors que Kevin avait reçu un MacBook Pro pour son anniversaire. Indépendant. Quand je me suis cassé le bras en faisant du skate et que j'ai dû appeler un Uber pour aller à l'hôpital parce qu'ils étaient à son tournoi de baseball dans un autre état. Kevin a fait preuve de constance dans ses résultats scolaires et sportifs, a ajouté ma mère, comme si elle lisait un rapport d'entreprise. C'est un investissement plus sûr. Retour sur investissement. Elle parlait de ses propres enfants comme s'ils étaient des actions en bourse. Kevin a finalement pris la parole, la voix empreinte de cette arrogance désinvolte que je détestais tant. Mec, tu pourrais faire des études d'ingénieur dans n'importe quel établissement communautaire. Pas besoin d'aller dans une université chic. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de contrôle, de maintien de la hiérarchie familiale établie depuis des années. Kevin était le prince héritier, et j'étais le remplaçant dont on pouvait se passer. Ce soir-là, enfermé dans ma chambre, j'ai laissé les larmes de frustration couler librement. 18 ans à essayer de prouver ma valeur,
Et tout ce que j'avais obtenu, c'était d'entendre que je ne méritais pas le même investissement que mon frère. Mais pendant que je pleurais, quelque chose a changé en moi. La douleur s'est transformée en une détermination froide et calculée. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les prêts étudiants, les bourses d'études, les programmes travail-études. S'ils ne croyaient pas en mon potentiel, je leur prouverais qu'ils avaient complètement tort. Et quand cela arriverait, quand je serais sur la scène de la remise des diplômes, recevant les plus grands honneurs de l'université, l'humiliation publique qu'ils ressentiraient serait proportionnelle aux années de mépris qu'ils m'avaient infligées. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur rejet ne serait pas ma ruine, mais le moteur de ma transformation en quelque chose qu'ils ne pourraient jamais ignorer. Si vous avez déjà ressenti le froid dans le ventre d'être sous-estimé par votre propre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car cette histoire de dépassement de soi ne fait que commencer, et ce qui s'est passé lors de ma remise de diplôme a laissé mes parents sous le choc. La décision de mes parents n'était pas impulsive. Elle était le résultat de 18 années de stratégie minutieuse pour façonner deux enfants complètement différents. Richard Thompson a toujours rêvé d'avoir un fils médecin. Depuis la naissance de Kevin, il parlait du futur docteur de la famille, comme d'une prophétie inévitable. Ma mère, Patricia, voyait dans la carrière médicale le statut social qu'elle avait toujours souhaité pour notre famille. Les médecins sont respectés partout, disait-elle souvent lors de nos rares conversations sur l'avenir. C'est une profession stable, bien rémunérée, qui ouvre des portes. Quand je mentionnais l'ingénierie ou la technologie, la réaction était toujours la même. C'est trop instable, Marcus. Ces domaines évoluent trop vite. L'ironie, c'est que Kevin n'a jamais montré un intérêt réel pour la médecine. Ses notes en biologie étaient moyennes. Il s'évanouissait à la vue du sang et, lors de notre seule visite à l'hôpital quand il était enfant, il avait vomi dans le couloir. Mais mes parents ignoraient ces détails gênants. 3 jours après le refus du financement, j'ai trouvé ma mère en train de classer des brochures d'université de médecine sur la table de la cuisine. « Je recherche les meilleures options pour Kevin », m'a-t-elle expliqué sans lever les yeux. Harvard, Yale, Johns Hopkins, nous voulons qu'il ait le choix. Et ma situation à Northwestern ? Ai-je demandé en me servant mon petit déjeuner pendant qu'elle préparait des œufs bénédicts pour Kevin, qui dormait encore. Marcus, tu as toujours été débrouillard. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Débrouillard. Un autre mot pour dire « débrouille-toi tout seul ». Pendant mon enfance, quand Kevin cassait un jouet, il en recevait immédiatement un nouveau. Quand je cassais quelque chose, j'entendais « Marcus est débrouillard, il trouvera comment le réparer ». Quand Kevin avait besoin d'aide pour ses devoirs, mes parents engageaient des tuteurs. Quand j'avais des difficultés, ils me disaient « Marcus est intelligent, il trouvera tout seul ». Quand Kevin voulait participer à des camps d'été coûteux, il payait sans poser de questions. Quand je demandais à participer à des concours de robotique qui exigeaient des frais d'inscription, j'entendais « Marcus peut trouver des sponsors locaux ». Ce matin-là, alors que ma mère coupait des fruits frais pour Kevin comme s'il était un prince, j'ai décidé de tester une théorie. « Maman, tu sais que j'ai remporté le prix du meilleur projet d'ingénierie de l'État le mois dernier. » Elle a marqué une pause d'une demi-seconde. « Oui, bien sûr. C'est super, mon chéri. Et tu sais combien j'ai gagné ?» Silence. Elle ne savait manifestement pas qu'il y avait un prix. 15 000 $, ai-je poursuivi. Et une bourse complète pour n'importe quel programme d'été du MIT. Cette fois, elle s'est complètement arrêtée, me regardant avec une confusion sincère. « Vraiment ? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je vous l'ai dit. Dimanche soir, au dîner. 3 fois. Vous étiez en train de discuter des statistiques de baseball de Kevin. Kevin choisit ce moment pour faire son apparition dans la cuisine, les cheveux en bataille, encore en pyjama à 11 h du matin. « Bonjour, mon chéri », chantonna ma mère en embrassant son front et en posant son assiette parfaite devant lui. « Tu as bien dormi ?»« Bien », marmonna-t-il en attrapant son téléphone avant même de dire bonjour à qui que ce soit. Je regardais ma mère le servir comme une serveuse tandis que je faisais la vaisselle. « Kevin », dit-elle gentiment, « papa et moi voulons discuter de tes options pour l'université cet après-midi. Nous avons rassemblé des informations sur Harvard Medical. » Kevin grogna quelque chose qui pouvait être interprété comme un signe d'accord. « Marcus a déjà trouvé une solution pour Northwestern », a-t-elle ajouté avec désinvolture. « Tu sais comme il est doué pour trouver des solutions. » Kevin m'a regardé pour la première fois de la matinée. « Cool, mec. Tout ira bien. » L'indifférence désinvolte dans sa voix m'a frappé plus fort que n'importe quelle insulte directe. Pour lui, ma crise financière n'était qu'un inconvénient mineur, quelque chose qui se résoudrait comme par magie pendant qu'il resterait le centre de l'univers familial. Cet après-midi-là,
Pendant que mes parents se réunissaient avec Kevin pour planifier son avenir doré, je me suis enfermé dans ma chambre pour affronter la brutale réalité financière. Northwestern coûtait 54 000 $ par an. Ma bourse partielle couvrait 20 000 $. Il restait 34 000 $ par an, soit 136 000 $ pour 4 ans. J'ai ouvert des feuilles de calcul détaillées sur les prêts étudiants. Même dans les meilleures conditions, je terminerai mes études avec une dette de plus de 150 000 $, intérêts compris. J'ai recherché les salaires de départ des ingénieurs. La moyenne était de 65 000 $. Après impôts et dépenses de base, il me faudrait au moins 15 ans pour rembourser ma dette. Pendant que je calculais mon avenir d'endetté, j'entendais des rires provenant du salon. Mes parents et Kevin regardaient leurs statistiques de baseball préférées, partageaient du popcorn et planifiaient des visites dans des universités de médecine. Vers 19 h, mon père a frappé à ma porte. « Marcus, on peut parler ?» Il est entré sans attendre de réponse et s'est assis sur le bord de mon lit avec une expression qui se voulait paternelle. « Ta mère et moi avons réfléchi. Nous pourrions peut-être t'aider à payer certaines dépenses mineures à Northwestern. Pas la totalité des frais de scolarité, mais peut-être les livres, le logement. »« Combien ?» ai-je demandé directement. « Eh bien, nous n'avons pas encore de chiffres exacts, mais… »« Combien, papa ?» Il a soupiré. « Peut-être 2 ou 3 000 $ par an. Pour commencer. 2 000 $. Moins de 6% de mes frais annuels. L'équivalent d'une semaine au camp de baseball haut de gamme où Kevin allait chaque été. « Merci, » ai-je répondu. « Mais ce n'est pas nécessaire. » Il a semblé surpris. « Tu es sûr ? Nous voulons t'aider. » « Je suis sûr. » Après son départ, j'ai terminé mes recherches financières et je me suis lancé dans quelque chose de différent. J'ai fait des recherches sur les prêts commerciaux, les programmes d'incubation de startups et les possibilités de monétiser mes compétences en programmation. À 18 ans, la plupart des étudiants se soucient des dortoirs et des fraternités. J'étais en train d'élaborer un plan d'affaires. 3 jours plus tard, pendant le dîner, Kevin a mentionné en passant qu'il avait été accepté à l'université publique locale. « Ce n'est pas Harvard, a-t-il dit, mais c'est un début. Je pourrais toujours changer d'université plus tard. » Mes parents ont réagi comme s'il avait remporté le prix Nobel. « Nous sommes très fiers de toi, » a déclaré ma mère. « Et le mieux, c'est que nous pouvons facilement payer tous tes frais. Tu pourras te concentrer pleinement sur tes études. » L'université publique coûtait 18 000 $ par an. Moins de la moitié de ce dont j'avais besoin pour Northwestern. « Et Marcus, » a ajouté mon père après coup, « où en sont tes projets ? » « C'est réglé, » ai-je répondu calmement. « Super. Comment ? Vous le saurez bientôt. » Ce soir-là, j'ai envoyé ma première candidature à un programme d'incubation de startups qui offrait un financement aux étudiants ayant des idées innovantes. Il ne s'agissait pas seulement de survivre à Northwestern. Il s'agissait de construire quelque chose d'aussi extraordinaire que mes parents seraient obligés de confronter leur propre aveuglement lorsque tout le monde autour d'eux reconnaîtrait ce qu'ils avaient été incapables de voir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur rejet avait libéré en moi quelque chose que des années de recherche d'approbation avaient réprimé. Une ambition pure, non filtrée par les attentes familiales. Alors qu'ils planifiaient l'avenir médiocre de Kevin, j'étais en train de concevoir une transformation qui rendrait impossible de m'ignorer à nouveau. La première semaine de mai a été le moment qui a cristallisé ma détermination. Kevin avait manqué 3 jours d'école consécutifs pour visiter des universités avec mes parents. En réalité, ils étaient en voyage familial à Boston, Philadelphie et New York, explorant des campus et nouant des contacts pour s'assurer qu'il ait les meilleures options possibles. Pendant ce temps, je travaillais d'arrache-pied à mon emploi à temps partiel dans un magasin d'électronique pour économiser de l'argent afin de déménager à Chicago. Le jeudi, pendant mon service de nuit, j'ai reçu un appel de l'école. « Marcus, tu dois venir chercher ton frère », m'a dit la secrétaire, Madame Martinez. Il s'est senti mal pendant l'entraînement de baseball et ses parents ne répondent pas au téléphone. Kevin était assis à l'infirmerie, pâle et tremblant, une poche de glace sur la tête. « Mec, content que tu sois venu », a-t-il murmuré en me voyant. « Ça fait très mal. » Pendant les 20 minutes de trajet jusqu'à l'hôpital, Kevin n'a cessé de parler du voyage en famille auquel je n'avais pas été invité. « Harvard, c'est génial, Marcus. Les dortoirs ressemblent à des hôtels. Et papa connaît un type qui connaît quelqu'un au comité d'admission. »« Cool, » ai-je répondu en me concentrant sur la route. « Et il y a cette fraternité médicale qu'il veut que j'envisage. Le réseautage, c'est tout ce qui compte, non ? Le réseautage. » À 16 ans, Kevin parlait déjà comme un cadre supérieur, reproduisant les conversations qu'il avait entendues entre nos parents. Aux urgences,
Nous avons rempli des papiers en attendant d'être pris en charge. C'est alors que j'ai découvert quelque chose qui allait tout changer. « Excusez-moi, êtes-vous un parent du patient ?» m'a demandé l'infirmière lorsque j'ai essayé de suivre Kevin. « Je suis son frère. J'ai besoin d'un tuteur légal. Avez-vous 18 ans ?»« Oui. » Elle m'a tendu un bloc de formulaires médicaux. « Vos informations d'assurance maladie. » En cherchant la carte d'assurance familiale dans mon portefeuille, j'ai découvert quelque chose que mes parents ne m'avaient jamais dit. L'assurance maladie premium de la famille coûtait 2 400 $ par mois et couvrait jusqu'à 500 000 $ de frais médicaux par an. 28 800 $ par an. Presque le coût total de l'université publique où Kevin allait étudier. Mes parents dépensaient plus en assurance maladie que ce que coûterait toute mon éducation, mais ils invoquaient des ressources limitées lorsqu'il s'agissait de financer Northwestern. Lorsque nous sommes rentrés à la maison à 23 heures, j'ai trouvé un message de mes parents sur mon téléphone. Nous sommes arrivés à New York. Kevin va bien? Bisous. Bisous. Comme si une commotion cérébrale équivalait à une égratignure au genou. Le lendemain matin, ma mère a appelé pour prendre des nouvelles de Kevin. Comment va-t-il? A-t-il bien dormi? Il va bien. Il a eu une légère commotion cérébrale, mais le médecin a dit qu'il devait se reposer quelques jours. Quel soulagement! Et toi, Marcus? Comment vont tes projets? Mes projets. Comme si mes études universitaires étaient un passe-temps du week-end. En fait, j'ai besoin de vous parler de certaines choses à votre retour. Bien sûr, mon chéri. Mais d'abord, nous voulons que tu nous racontes tout sur les universités que tu as visitées avec Kevin. Il va avoir tellement de choix formidables. J'ai raccroché avec une sensation étrange dans le ventre. Ce n'était pas seulement de la colère ou du ressentiment. C'était une lucidité froide et calculée. Cet après-midi-là, après avoir déposé Kevin chez un ami, je me suis rendu à la bibliothèque municipale et j'ai commencé les recherches les plus importantes de ma vie. Pas sur les prêts étudiants ou les bourses. Sur mes parents. Les déclarations fiscales sont publiques pour certaines professions. Les salaires des fonctionnaires municipaux aussi. En enquêtant méthodiquement, j'ai découvert que ma famille avait beaucoup plus de ressources qu'elle ne le prétendait. Ma mère, en tant que directrice administrative, gagnait 95 000 $ par an. Mon père, en tant que comptable senior, gagnait 78 000 $, plus des primes annuelles variant entre 15 000 et 25 000 $. Revenu familial combiné, environ 190 000 $ par an. Bien au-dessus de la moyenne nationale de 60 000 $. J'ai continué à enquêter. Les registres fonciers ont révélé qu'il possédait, en plus de notre maison, un appartement de placement à Albany qui rapportait 1 800 $ par mois. J'ai découvert des comptes de retraite bien garnis, des investissements en bourse et même un fonds pour mes études universitaires qui avait été créé lorsque j'avais 8 ans. Un fonds qui aurait dû être à mon nom. Mais ce n'était pas le cas. Seul Kevin était bénéficiaire. Assis dans cette bibliothèque, entouré de documents prouvant l'étendue de la malhonnêteté de mes parents, j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi. Il n'était pas en difficulté financière. Il ne faisait pas des choix difficiles avec des ressources limitées. Il sabotait délibérément et consciemment mon avenir pour privilégier Kevin. Et il m'avait menti à ce sujet pendant des années. Ce soir-là, j'ai appelé mon grand-père paternel, William Thompson, qui avait toujours eu des relations un peu tendues avec mes parents. « Grand-père, je peux te poser une question au sujet du fonds pour mes études dont tu m'as parlé l'année dernière. » Long silence à l'autre bout du fil. « Marcus, tu ne devrais pas encore être au courant. » « Mais je suis au courant. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi mon nom ne figure pas sur les documents. » Nouveau silence. Puis un profond soupir. « Viens me rendre visite ce week-end. Il y a des choses que tu dois savoir. » Samedi après-midi, alors que je roulais pendant 90 minutes pour me rendre chez mon grand-père à Rhinebeck, je sentais le poids des révélations à venir. Grand-père William m'a accueilli avec une expression grave que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Ton père est venu me voir il y a 3 ans. » A-t-il commencé après que nous nous soyons assis dans son salon. Il a dit que tu perdais ta concentration à l'école et qu'il valait mieux concentrer les ressources éducatives uniquement sur Kevin. Je perdais ma concentration. Il a prétendu que tes notes baissaient et que tu t'intéressais davantage à des passe-temps techniques qu'à tes études. Mes notes n'ont jamais baissé. J'ai maintenu une moyenne de 3,9 tout au long du lycée. Et tu l'as cru. Mon grand-père a secoué lentement la tête. Pas complètement. Mais Richard est convaincant, et je ne voulais pas m'immiscer dans la dynamique familiale. Il m'a montré les documents originaux du fonds pour les études universitaires. Au départ, Kevin et moi étions bénéficiaires à parts égales. La modification avait été apportée exactement 3 ans auparavant,
avec ma signature falsifiée sur les documents de transfert. Ma propre signature, falsifiée par mon père. Marcus, j'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû te parler directement. C'était mon erreur. 45 000 $. C'était ma part du fonds pour mes études qui avait été transférée illégalement à Kevin. En rentrant chez moi ce soir-là, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Les commentaires sur mon indépendance. L'insistance sur le fait que j'étais plus pratique et débrouillard. Les comparaisons constantes avec Kevin en termes de potentiel et de retour sur investissement. Ce n'était pas du favoritisme. C'était du vol. Littéralement. En arrivant à la maison, j'ai trouvé mes parents dans le salon en train de regarder la télévision avec Kevin, qui se remettait bien de sa commotion cérébrale. « Comment s'est passée ta visite chez grand-père » m'a demandé ma mère d'un air distrait. « Éclairante » ai-je répondu. Mon père m'a regardé avec une expression légèrement alerte, comme s'il détectait quelque chose de différent dans mon ton. « Tout va bien là-bas ? Tout est parfait. » Il m'a même montré des documents intéressants sur les fonds universitaires. La télécommande glissa des mains de mon père. « Oh » dit ma mère en essayant de garder un ton désinvolte. « Quel genre de documents ?»« Les originaux. Très intéressant. » Kevin me regarda d'un air perplexe, mais mes parents échangèrent ce regard que je connaissais bien, celui des gens qui viennent d'être pris en flagrant délit de mensonge. « Marcus, on peut parler dans la cuisine ?» demanda mon père en se levant. « Bien sûr. On a beaucoup de choses à discuter. » Alors que nous nous dirigions vers la cuisine, mon esprit avait déjà 3 longueurs d'avance, calculant exactement comment utiliser cette information dévastatrice. Il m'avait volé mon héritage éducatif et m'avait menti pendant des années. Maintenant, j'avais les preuves. Et contrairement à eux, quand viendrait le moment d'utiliser ces preuves, je n'aurais absolument rien à falsifier. La confrontation qui allait suivre dans cette cuisine ne serait que le premier mouvement d'un jeu beaucoup plus long qu'ils ne soupçonnaient même pas être en train de jouer. Dans la cuisine, mes parents ont tenté une approche qu'ils avaient clairement répétée. « Marcus, à propos de ces documents, » commença mon père, prenant le ton paternel qu'il utilisait pour contrôler les situations difficiles. « Tu dois comprendre que nous avons pris ces décisions dans l'intérêt de la famille, » l'interrompit ma mère. L'argent a simplement été temporairement réaffecté. Temporairement réaffecté. Comme si voler 45 000 $ était une stratégie d'investissement. Temporairement pendant 3 ans, demandai-je calmement. Avec ma signature falsifiée? Le silence qui suivit fut assourdissant. Ce n'était pas notre intention. Tenta mon père. Quelle était votre intention alors? Expliquez pourquoi vous avez engagé des avocats pour transférer illégalement mon héritage éducatif à Kevin? Ma mère s'est affalée sur une chaise de cuisine, le poids de décennies de manipulation devenant enfin insupportable. Nous pensions que Kevin avait davantage besoin de soutien. Tu as toujours été si capable. Capable. Le mot qu'ils ont utilisé pour justifier des années de négligence. Et maintenant? Ai-je demandé. Quel est le plan? Faire comme si rien ne s'était passé? Mes parents ont échangé des regards désespérés. Ils ne s'attendaient clairement pas à ce que je découvre la vérité, encore moins à ce que je leur présente des preuves. Nous pouvons trouver une solution, a proposé mon père. Peut-être renégocier certains investissements. Non, ai-je répondu fermement. Je ne veux pas de solution. Je veux juste que vous sachiez que j'ai découvert la vérité. Je suis sorti de la cuisine, les laissant sous le choc. Au cours des 3 jours suivants, j'ai mis en œuvre la première phase de ce qui allait devenir ma stratégie à long terme. Tout d'abord, j'ai tout documenté. J'ai photographié tous les documents que grand-père William m'avait montrés, y compris ma fausse signature. J'ai créé des copies numériques de chaque document pertinent et les ai stockés dans plusieurs emplacements sécurisés. Ensuite, j'ai fait des recherches approfondies sur Northwestern. J'ai découvert des programmes de bourse dont mes parents n'avaient jamais parlé, des opportunités de travail-études qui n'apparaissaient pas dans les recherches de base et des contacts d'anciens élèves qui pourraient me servir de mentor. Troisièmement, et surtout, j'ai commencé à construire mon propre réseau de soutien. J'ai appelé tous les professeurs qui me connaissaient bien au lycée. Je leur ai expliqué ma situation, sans entrer dans les détails du vol, mais en précisant que j'avais besoin d'un financement indépendant pour Northwestern. La réaction a été immédiate et surprenante. « Marcus, tes parents ne financent pas tes études ?» m'a demandé Madame Rodriguez, ma professeure de physique, avec une incrédulité sincère. « Avec tes notes et tes projets. » C'est une situation compliquée. Eh bien, c'est inacceptable. Laissez-moi passer quelques coups de fil. En 48 heures, 3 professeurs m'avaient mis en relation avec des programmes de bourse spécialisés dont je ne savais absolument rien.
Monsieur Peterson, mon professeur d'informatique, est allé encore plus loin. Marcus, je connais personnellement le directeur du programme d'ingénierie de Northwestern. Nous travaillons ensemble depuis 10 ans. Je peux organiser une réunion. Pendant qu'il établissait ses contacts, mes parents semblaient croire qu'ils pouvaient simplement ignorer notre conversation dans la cuisine. Au cours du dîner du vendredi, ils discutaient avec enthousiasme des projets de Kevin pour un programme préparatoire à des études de médecine à Boston. Ce sera une expérience incroyable, disait ma mère en coupant le steak de Kevin. 20 000 $ bien investis. 20 000 $. Presque la moitié de ce qu'il m'avait volé. Et Marcus, ajouta mon père avec désinvolture, comment avancent tes plans de secours? Plan de secours. Comme si Northwestern était un caprice d'adolescent. Ça avance bien, ai-je répondu. Tant mieux, a dit ma mère, sans véritable intérêt. Kevin, chéri, parle à Marcus du professeur que tu as rencontré lors de ta visite à Harvard Medical. Pendant que Kevin monopolisait la conversation avec des détails sur sa visite du campus, payée par nos parents, évidemment, je me concentrais pour finaliser mentalement ma stratégie. La confrontation dans la cuisine avait confirmé quelque chose d'important. Mes parents ne se sentaient pas vraiment coupables de ce qu'ils avaient fait. Ils se sentaient gênés d'avoir été découverts. Cela a fondamentalement changé mon approche. Au départ, j'avais envisagé de rechercher la réconciliation. Peut-être un accord dans lequel ils reconnaîtraient leur erreur et nous trouverions une solution familiale. Mais je réalisais maintenant que c'était impossible. Ils considéraient Kevin comme un investissement et moi comme une dépense. Cette perspective était tellement ancrée qu'aucune discussion ne pourrait la changer. Le lundi suivant, j'ai pris une décision qui allait modifier à jamais la dynamique familiale. J'ai appelé un avocat spécialisé dans les fraudes familiales. « Avez-vous des documents prouvant la falsification ?» m'a-t-il demandé après que je lui ai expliqué la situation. « Oui. » « Et le montant en jeu ? 45 000 $, plus les intérêts accumulés. Monsieur Thompson, ce n'est pas seulement un différend familial. C'est un crime fédéral. Une fraude et une usurpation d'identité. La conversation a duré 1 heure. À la fin, j'avais toutes les informations sur mes droits légaux et les options qui s'offraient à moi. Mais le plus important n'était pas l'aspect juridique. C'était la clarté totale sur ce qu'étaient réellement mes parents. Ce soir-là, j'ai terminé ma candidature à Northwestern en incluant un essai sur le fait de surmonter les difficultés familiales. Je n'ai pas mentionné spécifiquement le vol, mais j'ai clairement indiqué que je finançais entièrement mes études en raison de divergences irréconciliables sur les priorités éducatives. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. Marcus, ici le docteur Janet Williams, du bureau des admissions de Northwestern. Nous aimerions discuter de votre situation financière. Mon cœur s'est emballé. Bien sûr. Nous avons reçu des commentaires très élogieux de vos professeurs. Et votre essai de candidature était remarquable. Seriez-vous disponible pour un entretien spécial la semaine prochaine? Pendant que nous fixions le rendez-vous, j'entendais mes parents dans la pièce voisine discuter du coût des vacances de printemps de Kevin à Cancun. 5 000 $, c'est très raisonnable pour 2 semaines, disait ma mère. Il mérite de se détendre avant de commencer l'université. 5 000 $ pour des vacances. Un dixième de ce qu'il m'avait volé. Après avoir raccroché avec Northwestern, je me suis assis dans ma chambre et j'ai rédigé une lettre que je n'avais pas l'intention d'envoyer immédiatement, mais qui devait exister. Elle était adressée à mes parents et détaillait tout ce que j'avais découvert, toutes les relations que j'avais nouées et toutes les options juridiques dont je disposais désormais. La lettre se terminait par une seule phrase. « Vous avez élevé un fils qui n'abandonne jamais. J'espère que vous êtes prêt à en assumer les conséquences. » J'ai rangé la lettre dans un dossier avec toutes les preuves que j'avais rassemblées. Ce que mes parents ne comprenaient pas, c'est que leur trahison avait libéré en moi quelque chose que des années de quête d'amour avaient réprimé. Une ambition pure et une détermination absolue. Ils voulaient que Kevin soit médecin pour impressionner les voisins. J'étais sur le point de devenir quelqu'un qu'ils ne pourraient plus jamais ignorer ou rejeter. Si vous avez déjà dû reconstruire votre vie après avoir découvert que vos proches ne croyaient pas en vous, abonnez-vous à la chaîne, car la façon dont Northwestern a réagi à ma situation a complètement dévasté mes parents. L'entretien qui allait suivre ne porterait pas seulement sur l'admission. Il porterait sur la justice. L'entretien à Northwestern a eu lieu un mardi pluvieux d'avril, par vidéoconférence. Le docteur Janet Williams est apparu à l'écran avec 2 autres membres du service des admissions, leur visage reflétant un sérieux qui m'a fait déglutir. « Marcus, nous avons reçu des commentaires très impressionnants à votre sujet. » A-t-elle commencé. Votre professeur de physique, Madame Rodriguez, nous a dit quelque chose que nous avons eu du mal à croire.
Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Qu'a-t-elle dit? Que vous avez développé seul un programme d'analyse de données qui optimise les itinéraires de livraison pour les petites entreprises. Et que cela génère des revenus réels depuis 6 mois. C'était vrai. Pendant mes gardes de nuit au magasin d'électronique, j'avais développé le logiciel pendant mon temps libre et trouvé 3 clients locaux. Oui, c'est vrai. Marcus, a poursuivi le docteur Williams, en 15 ans dans le domaine des admissions, j'ai rarement vu des candidats qui étaient déjà entrepreneurs avant même d'entrer à l'université. Au cours des 40 minutes qui ont suivi, j'ai expliqué ma situation familiale avec une diplomatie prudente. Je n'ai pas mentionné le vol, mais seulement que des divergences de point de vue sur les priorités en matière d'éducation m'avaient conduit à rechercher un financement indépendant. Je comprends, a dit le docteur Williams après que j'eus terminé. Marcus, j'aimerais vous présenter le programme Northwestern Scholar. Il s'agit d'une initiative qui identifie des étudiants au potentiel exceptionnel qui font face à des difficultés particulières. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel qui allait tout changer. Marcus, nous sommes heureux de vous informer que vous avez été sélectionné pour une bourse Northwestern Scholar couvrant l'intégralité des frais, y compris le logement, les repas et une allocation pour les dépenses personnelles. Une bourse complète. Un logement gratuit. Même de l'argent pour mes dépenses personnelles. Non seulement j'allais aller à Northwestern, mais j'allais bénéficier de conditions meilleures que tout ce que mes parents auraient pu m'offrir. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai annoncé la nouvelle avec désinvolture. J'ai réussi à régler ma situation avec Northwestern, ai-je annoncé en coupant mon steak, que j'avais acheté et préparé moi-même. Ma mère a détourné le regard de l'assiette de Kevin. C'est bien, mon chéri. Comment? Une bourse complète. Logement, repas, allocation. Tout est pris en charge. Le silence était délicieux. Mon père a arrêté de mâcher. Une bourse complète? Pour l'ingénierie? Le programme Northwestern Scholar. Apparemment, mon travail avec le logiciel d'optimisation a attiré leur attention. Kevin m'a regardé pour la première fois depuis des semaines. Mec, c'est incroyable. Mes parents ont échangé ce regard que je connaissais bien, un mélange de surprise, de malaise et de quelque chose qui ressemblait presque à de la jalousie. Eh bien, a finalement dit ma mère, c'est inattendu. Inattendu. Comme si ma réussite était un inconvénient dans leur plan soigneusement élaboré. Ça veut dire que tu n'auras pas besoin d'emprunter? A demandé mon père. Aucun. En fait, la bourse est suffisante pour que je puisse économiser de l'argent pendant mes études. Au cours des semaines suivantes, j'ai mis en œuvre la 2e phase de ma stratégie. J'ai commencé à documenter systématiquement toutes les interactions familiales. Des enregistrements discrets de conversations, des captures d'écran de messages, des photos montrant la différence de traitement entre Kevin et moi. J'ai installé une petite caméra dans ma chambre pour filmer les moments où mes parents entraient sans permission, ce qu'ils faisaient régulièrement, mais jamais dans la chambre de Kevin. Plus important encore, j'ai commencé à faire des recherches approfondies sur la vie professionnelle de mes parents. J'ai découvert que ma mère avait postulé pour une promotion à un poste senior dans l'administration hospitalière. Le comité de sélection comprenait plusieurs personnalités éminentes de la communauté, dont certaines dont les enfants fréquentaient mon lycée. Mon père était pressenti pour devenir associé junior dans un cabinet comptable. Le processus impliquait des vérifications approfondies des antécédents et des entretiens avec des collègues, des clients et des références familiales. Tous deux se trouvaient à un moment crucial de leur carrière, où un scandale public aurait été particulièrement dévastateur. Pendant cette période, Kevin vivait ses heures de gloire. Ses parents avaient engagé un consultant en admissions universitaires pour $300 de l'heure. Il visitait plusieurs campus, séjournait dans des hôtels 4 étoiles et fréquentait des restaurants chers. Kevin va suivre un programme préparatoire aux études de médecine à Johns Hopkins, annonça ma mère lors d'un dîner, comme s'il s'agissait d'une réussite personnelle. Cela coûte $12 000, mais c'est un investissement pour son avenir. $12 000. Un quart de ce qu'il m'avait volé. C'est génial, ai-je répondu calmement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'utilisais ce temps pour renforcer des relations qui seraient cruciales pour ma stratégie à long terme. J'ai appelé mon oncle David, le frère de ma mère, qui travaillait comme journaliste d'investigation à l'Albany Times Union. Marcus. Comment ça va, mon neveu? Bien, oncle David. En fait, je travaille sur un projet et j'aimerais avoir ton avis sur la documentation de situation familiale complexe. Au cours de notre conversation de 2 heures, j'ai appris les normes juridiques en matière de preuves, comment vérifier des documents financiers et l'importance d'établir des calendriers clairs. Cela semble très complet, Marcus. Puis-je te demander de me donner le contexte?
C'est juste un scénario hypothétique pour un projet d'éthique à l'école. J'ai également commencé une thérapie avec le docteur Sarah Mitchell, une psychologue spécialisée dans les dynamiques familiales et la violence financière. Ce que vous décrivez est un schéma classique de bouc émissaire et de syndrome de l'enfant chéri, m'a-t-elle expliqué lors de notre 3e séance. C'est émotionnellement dévastateur, mais aussi juridiquement significatif s'il y a fraude financière. Comment ça? Une violence émotionnelle bien documentée, surtout combinée à un vol financier, peut être un motif de poursuite judiciaire. Plus important encore, cela peut vous aider à surmonter ce traumatisme de manière saine. Les séances de thérapie m'ont donné les mots pour exprimer des années de manipulation que j'avais simplement acceptées comme normales. Pendant ce temps, mes parents étaient de plus en plus satisfaits de ma solution apparente pour Northwestern. Marcus trouve toujours un moyen, a déclaré ma mère à des voisins lors d'un barbecue en mai. Il est très débrouillard. Et Kevin? A demandé notre voisine, Madame Patterson. Oh, Kevin se concentre sur ses études de médecine. Nous le soutenons pleinement dans cette démarche. C'est un investissement important. Le dédain avec lequel elle a balayé mes réalisations, combiné à ses vantardises sur l'investissement dans Kevin, a été entendu par toutes les personnes présentes, y compris Madame Patterson, dont le mari siégeait au conseil d'administration de l'école et dont l'opinion avait beaucoup de poids dans la communauté. Au cours du mois de juin, j'ai finalisé l'élément le plus important de ma stratégie, l'élaboration d'un calendrier détaillé de la fraude financière. En collaboration avec mon grand-père William, j'ai obtenu l'accès aux documents originaux du fonds universitaire, y compris une comparaison des signatures qui montrait clairement qu'il s'agissait d'un faux. Marcus, m'a-t-il dit lors de notre dernière rencontre, j'aurais dû agir lorsque ton père m'a abordé la première fois. Ma culpabilité à ce sujet m'a poussé à t'aider maintenant. Ce n'est pas ta faute, grand-père. Tu as fait confiance à ton fils. Et il a exploité cette confiance pour te voler. Ce n'est pas seulement un drame familial, c'est un comportement criminel. 3 jours avant ma remise de diplôme au lycée, j'ai reçu la confirmation finale dont j'avais besoin. Le cabinet comptable où travaillait mon père avait des normes éthiques strictes. Les associés étaient tenus de divulguer tout problème juridique, y compris les litiges familiaux impliquant des irrégularités financières. L'hôpital où ma mère postulait pour une promotion avait des politiques similaires. Les postes administratifs nécessitaient des vérifications des antécédents, y compris des évaluations de la stabilité familiale. Le jour de la remise des diplômes, alors que mes parents se préparaient à célébrer Kevin, qui obtenait son diplôme 1 an plus tôt grâce à un saut de classe, je me préparais à quelque chose de différent. Pas une confrontation dramatique ou une explosion émotionnelle. Quelque chose de beaucoup plus calculé et dévastateur. Ils avaient passé des années à construire l'image parfaite d'une famille prospère. Des professionnels respectables avec 2 fils accomplis. Bientôt, tout le monde connaîtrait la vérité sur qui ils étaient vraiment. Et le timing serait absolument parfait. Si vous avez déjà dû planifier minutieusement votre sortie d'une situation toxique, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé lors de notre cérémonie de remise des diplômes a complètement exposé mes parents devant toute la communauté qu'ils voulaient tant impressionner. La cérémonie de remise des diplômes du lycée Westchester a eu lieu par une matinée ensoleillée de juin, dans le stade de l'école rempli de familles fières. Mes parents sont arrivés habillés pour impressionner. Ma mère dans une robe bleu roi qui coûtait plus cher que mon salaire mensuel à l'électronique, mon père dans son costume le plus cher, réservé pour les grandes occasions. Aujourd'hui est un jour spécial pour notre famille, a déclaré ma mère alors que nous nous mettions en place pour les photos. 2 enfants qui obtiennent leur diplôme la même année. Kevin a souri aux caméras, habitué à être le centre de l'attention. Je me contentais d'observer, sachant que dans 2 heures, toute cette mise en scène familiale serait définitivement détruite. Ce que mes parents ignoraient, c'est que pendant les semaines précédentes, j'avais mis en œuvre chaque étape de mon plan avec une précision chirurgicale. Première étape, 3 semaines auparavant, j'avais appelé anonymement le service des ressources humaines de l'hôpital où travaillait ma mère. Je voudrais signaler une possible fraude familiale impliquant Patricia Thompson, candidate à une promotion au poste d'administratrice senior. L'appel avait duré 15 minutes. J'avais fourni des dates précises, des numéros de documents et mentionné que des preuves physiques étaient disponibles sur demande officielle. Deuxième mouvement, 2 semaines avant, j'ai envoyé une lettre recommandée au comité d'éthique du cabinet comptable de mon père. La lettre détaillait des préoccupations concernant la conduite familiale de Richard Thompson, candidat au poste d'associé junior, y compris un comportement criminel potentiel affectant des membres de sa famille. J'ai joint des copies des documents du fonds universitaire avec les signatures falsifiées. Troisième mouvement, 1 semaine avant, j'ai contacté directement Oncle David, le journaliste. Oncle David, tu te souviens de ce projet hypothétique sur la dynamique familiale dont je t'ai parlé?
Eh bien, il s'avère que ce n'était pas hypothétique. Au cours de notre conversation de 3 heures, David a pris des pages de notes. Lorsque j'ai mentionné que mes parents occupaient des fonctions publiques et étaient pressentis pour des promotions, ses yeux de journaliste se sont mis à briller. Marcus, c'est un sujet légitime sur l'abus financier et la fraude. Avec votre permission, j'aimerais enquêter. Vous avez ma permission totale. En fait, j'ai toutes les preuves organisées. 4e et plus dévastateur. 2 jours avant la remise des diplômes, David a publié un article d'investigation d'une page entière dans l'Albany Times Union. Le secret sombre d'une famille locale. Des parents volent les fonds destinés aux études universitaires de leur fils pour financer celles de son frère. L'article détaillait tout. Le fonds universitaire initial, la falsification de signatures, les 45 000 $ volés et le contraste entre le traitement réservé à Kevin et mon abandon financier total. Il comprenait des citations de voisins qui s'interrogeaient sur les dynamiques familiales inhabituelles et de collègues qui exprimaient leur surprise face à ces allégations. Plus important encore, il mentionnait que mes 2 parents faisaient l'objet d'une enquête de la part de leurs employeurs en raison des graves problèmes éthiques soulevés par ces révélations. Le matin de la remise des diplômes, mes parents n'avaient toujours pas vu le journal. Pendant la cérémonie, alors que nous regardions les autres élèves recevoir leurs diplômes, j'ai remarqué que ma mère vérifiait obsessionnellement son téléphone portable. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé innocemment. « Quelques messages étranges de collègues », a-t-elle murmuré, semblant de plus en plus agitée. Mon père était également inquiet, ses yeux scrutant nerveusement les membres de la famille autour de nous. C'est alors que la directrice, Madame Henderson, s'est approchée du micro pour faire des annonces spéciales. Cette année, nous avons le plaisir de récompenser certaines réalisations exceptionnelles de nos diplômés. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Cela ne figurait pas dans le programme officiel. Marcus Thompson, veuillez venir sur scène. Le choc sur le visage de mes parents a été immédiat et total. Je me suis avancé vers la scène, tandis que Madame Henderson poursuivait. Marcus sera le premier élève de Westchester High à fréquenter l'université Northwestern avec une bourse complète dans le cadre du prestigieux programme Northwestern Scholar. L'auditoire a applaudi poliment, mais je pouvais voir la confusion sur les visages des membres de ma famille qui connaissaient notre situation financière. Plus impressionnant encore, a-t-elle poursuivi, Marcus a obtenu cette reconnaissance uniquement grâce à ses efforts personnels, notamment en développant un logiciel commercial qui génère déjà des revenus importants. Le malaise de mes parents était visible même de loin. Marcus sera également présenté dans le prochain numéro du magazine Technology Today comme l'un des « Rising Teen Entrepreneurs », jeunes entrepreneurs prometteurs, du pays. C'était vrai, l'interview avait eu lieu la semaine dernière, mais je n'en avais pas parlé à ma famille. Enfin, a déclaré Madame Henderson, d'une voix qui avait pris un ton qu'elle n'avait pas auparavant, Marcus est un exemple inspirant de persévérance face à des circonstances familiales difficiles. Le silence qui a suivi était lourd de sens. De retour à ma place, j'ai vu que des dizaines de personnes chuchotaient et pointaient dans la direction de mes parents. Kevin m'a regardé avec une confusion sincère. « Mec, pourquoi tu ne nous as jamais parlé de ça ?» Avant que je puisse répondre, j'ai vu mon père vérifier frénétiquement son smartphone. Son visage s'est complètement décoloré. Il avait trouvé l'article de l'oncle David. Au cours des 10 minutes qui ont suivi, j'ai vu mes parents passer par les étapes classiques de la panique. Déni, négociation et enfin, acceptation horrifiée. Les gens ont commencé à approcher d'autres membres de la famille pour leur poser des questions sur les allégations dans le journal. Madame Patterson, notre voisine, s'est dirigée directement vers ma mère. « Patricia, je viens de lire un article choquant dans l'Albany Times Union. Est-ce vrai au sujet du fonds pour les études universitaires de Marcus ?» Ma mère a tenté un rire nerveux. « Oh, vous savez comment les journaux exagèrent. Mais il y a des documents officiels cités. Et une analyse des signatures. » C'est à ce moment-là que mon père a réalisé toute l'ampleur de ce qui se passait. Ce n'était pas seulement une révélation embarrassante pour notre famille. C'était un suicide professionnel public. Il s'est approché de moi, le regard paniqué. « Marcus, il faut qu'on parle. Maintenant. À propos de quoi, papa? À propos des 45 000 $ que vous avez volés? Ou à propos d'une signature falsifiée? Ou peut-être à propos des mensonges que vous avez racontés pour justifier d'avoir abandonné mes études? » Ma voix était calme, mais suffisamment forte pour que les familles voisines puissent l'entendre. « Tu as planifié ça, » murmura-t-il, horrifié par ce qu'il venait de comprendre. « Planifier quoi? Dire la vérité? Documenter une fraude? Partager des faits avec les autorités compétentes? » Kevin comprit enfin ce qui se passait. « Attendez, vous avez vraiment volé l'argent de Marcus? Pour moi?
Sa confession fut entendue à plusieurs rangées de sièges. À ce moment-là, mon téléphone a vibré, m'annonçant l'arrivée d'un SMS que j'attendais. Il provenait du service des ressources humaines de l'hôpital où travaillait ma mère. Enquête terminée. Licenciement avec effet immédiat pour violation de l'éthique et allégation de fraude. Un autre message est arrivé quelques secondes plus tard, de la part du cabinet d'avocats de mon père, proposition de partenariat retirée. Emploi actuel en cours de révision dans l'attente des résultats de l'enquête. Les carrières qu'ils avaient bâties pendant des décennies venaient de s'effondrer en quelques heures. Marcus, supplia ma mère, les larmes aux yeux, tu ne peux pas, cela va détruire notre famille. Notre famille a été détruite lorsque vous avez décidé que je ne méritais pas un traitement équitable. Lorsque vous avez volé mon avenir pour financer les fantasmes de Kevin. Lorsque vous avez menti sur tout pendant des années. Kevin fixait nos parents comme s'il les voyait pour la première fois. Comment avez-vous pu faire ça? Comment avez-vous pu voler Marcus et ensuite agir comme si vous me rendiez service? Mais le moment le plus dévastateur était encore à venir. Alors que les familles commençaient à quitter la cérémonie, oncle David s'approcha avec un caméraman. « Patricia, Richard, dit-il d'un ton professionnel. David Thompson, Albany Times Union. Souhaitez-vous commenter les allégations de fraude détaillées dans l'article en première page d'aujourd'hui » La caméra tournait. D'autres familles se sont arrêtées pour regarder. Mes parents étaient pris au piège entre des dizaines de témoins, une enquête journalistique en cours et 2 carrières en ruine. Pendant 18 ans, ils avaient contrôlé chaque récit concernant notre famille. À présent, pour la première fois, tout le monde pouvait voir exactement qui ils étaient vraiment. Et contrairement à leurs années de manipulation et de mensonges, il n'y avait aucun moyen de déformer cette vérité. Au moment où Kevin les a regardés avec une déception totale et a dit « Je ne veux pas de l'argent s'il vient de Marcus », j'ai compris que ma vengeance était accomplie. Non pas parce que je les avais détruits, mais parce que finalement, après des années de manipulation mentale, même Kevin pouvait voir à travers leur masque. Le silence qui a suivi la question de l'oncle David a duré une éternité. Mes parents étaient pris au piège entre les caméras, les témoins et la vérité inéluctable que j'avais méthodiquement exposée pendant des mois. Pas de commentaires, murmura finalement mon père, essayant d'éloigner ma mère des caméras. Mais il était trop tard. Des dizaines de membres de la famille et de voisins avaient tout entendu, tout vu, et comprenaient désormais parfaitement qui étaient vraiment Richard et Patricia Thompson. « Non, papa », a dit Kevin, d'une voix ferme que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Il mérite une réponse. Il s'est tourné vers les caméras, le dos droit et déterminé. Mes parents ont volé les fonds destinés aux études de mon frère pour financer les miennes. Je ne le savais pas. Si je l'avais su, je n'aurais jamais accepté. Marcus méritait autant que moi, voire plus, compte tenu de ses résultats. La confession publique de Kevin frappa mes parents comme un coup de poing dans le ventre. Non seulement je les avais exposés, mais maintenant, leur enfant chéri rejetait leur favoritisme. Kevin, non, a tenté ma mère dans un murmure. Non, maman. Marcus a travaillé 3 fois plus que moi dans tous les domaines. Ses notes ont toujours été meilleures. Ses projets ont toujours été plus impressionnants. Et vous l'avez traité comme s'il était un fardeau. Au cours des jours suivants, les conséquences se sont déroulées exactement comme je l'avais prévu. L'hôpital où ma mère travaillait l'a non seulement licenciée, mais a également ouvert une enquête interne sur tous les dossiers qu'elle avait supervisés, à la recherche de signes de favoritisme ou de fraude. Le cabinet comptable de mon père a annulé son offre de partenariat et l'a mis à l'épreuve. Les clients ont commencé à demander de nouveaux comptables, ne voulant pas associer leurs entreprises à quelqu'un qui volait ses propres enfants. Mais le plus dévastateur a été l'ostracisme social. Notre église, où mes parents étaient des membres actifs depuis 15 ans, leur a discrètement demandé de prendre un peu de recul, après que plusieurs familles aient exprimé leur malaise. Le country club a révoqué leur adhésion lorsque l'histoire a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux locaux. Les voisins qui les saluaient cordialement auparavant traversaient désormais la rue pour éviter toute conversation. Kevin a pris la décision la plus courageuse de sa vie. Il a complètement rejeté le financement de mes parents et a demandé une aide financière à l'université d'État. « Je préfère m'endetter plutôt que d'accepter l'argent volé à mon frère », a-t-il déclaré publiquement dans une interview de suivi avec oncle David. 3 semaines après la remise des diplômes, j'ai reçu un appel inattendu. « Marcus, ici Jennifer Walsh, PDG d'Innovation Dynamics à Chicago. Nous avons lu votre histoire dans le journal économique. Nous aimerions vous offrir un stage rémunéré dans notre entreprise pendant votre première année à Northwestern. Le stage était rémunéré 25 000 $ par été, ce qui était largement suffisant pour couvrir toutes mes dépenses personnelles. Votre sens des affaires et votre résilience sont exactement ce que nous recherchons chez les futurs leaders, m'a-t-elle expliqué.
Au cours des mois suivants, des offres similaires sont arrivées d'autres entreprises qui avaient lu mon histoire. Apparemment, les entreprises apprécient les personnes qui surmontent l'adversité et font preuve d'autonomie. Au cours de mon premier semestre à Northwestern, je ne suis rentré chez moi qu'une seule fois, pour les funérailles de mon grand-père William, qui s'était éteint paisiblement dans son sommeil. Dans son testament, il avait laissé une surprise, un fonds fiduciaire de 100 000 $ destiné spécifiquement à mes études supérieures, accompagné d'une note qui disait « À mon petit-fils qui a toujours mérité un investissement égal et qui s'est révélé digne de beaucoup plus ». Kevin m'a approché après les funérailles. « Marcus, je veux que tu saches que je t'ai toujours admiré. Même quand nos parents me faisaient croire que j'étais spécial. Je savais, au fond de moi, que c'était toi le plus impressionnant de nous deux. Kevin, tu n'as pas besoin. Si, j'en ai besoin. Et il y a autre chose. » Il m'a tendu une enveloppe scellée. Ce sont les documents de tous les privilèges dont j'ai bénéficié et dont tu aurais dû bénéficier aussi. L'argent dépensé pour moi qui aurait dû être partagé équitablement. J'ai tout calculé. Dans l'enveloppe se trouvait une liste détaillée de 18 années de traitement différencié, 347 000 $ au total. Je te rembourserai chaque centime dès que j'aurai trouvé un emploi, a-t-il promis. Kevin, tu n'as pas besoin de faire ça. Si, j'en ai besoin. C'est la seule façon de dormir paisiblement la nuit. Au cours de ma deuxième année, mes parents ont tenté quelques approches de réconciliation. Des cartes d'anniversaire auxquelles je n'ai pas répondu. Des messages vocaux embarrassants me demandant de parler et de régler les choses. Une visite surprise sur le campus qui m'a poussé à partir sans un mot. La vérité, c'est que je ne leur devais pas le pardon. Ils avaient démontré, à travers des décennies de comportement, qu'ils considéraient leurs enfants comme des investissements avec un retour sur investissement attendu, plutôt que comme des personnes méritant un amour et des opportunités égales. Ce manque fondamental d'empathie n'était pas quelque chose qu'une excuse pouvait réparer. Kevin, en revanche, a gagné mon respect par ses actions cohérentes. Il a travaillé à temps partiel pendant ses études universitaires, a obtenu d'excellentes notes sans le soutien de ses parents et est progressivement devenu le frère qu'il aurait toujours pu être si nos parents n'avaient pas créé une compétition artificielle entre nous. Aujourd'hui, 5 ans après cette cérémonie de remise des diplômes, je suis ingénieur logiciel senior dans une entreprise du Fortune 500 à San Francisco, avec un salaire annuel de 160 000 $ et des actions valant des centaines de milliers de dollars. Kevin est un infirmier praticien réputé à Boston, où il travaille dans le domaine de la santé communautaire et fait une réelle différence pour les populations défavorisées. Nos parents, Richard travaille comme comptable dans une petite entreprise, où il gagne une fraction de ce qu'il gagnait auparavant. Patricia a trouvé un emploi d'assistante administrative, ce qui représente une énorme régression par rapport à son poste précédent. Ils ont vendu leur maison à Westchester et ont emménagé dans un petit appartement dans le nord de l'État, où personne ne connaît leur histoire. La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, c'était par Kevin, qui garde un contact minimal. Ils ont encore demandé de tes nouvelles, m'a-t-il dit lors de notre appel mensuel. Et alors? J'ai dit que tu menais la belle vie, exactement comme tu l'as toujours mérité. La leçon la plus importante que j'ai apprise n'était pas sur la vengeance, mais sur l'estime de soi. Pendant 18 ans, j'ai laissé les autres définir ma valeur. Je croyais que je devais gagner l'amour par mes réalisations, que je devais prouver ma valeur pour mériter le respect élémentaire. La vérité, c'est qu'aucun d'entre nous ne devrait avoir à mériter un traitement égal de la part de ceux qui prétendent nous aimer. Lorsque vous reconnaissez votre valeur intrinsèque, indépendamment de toute validation extérieure, il devient impossible pour les autres de la diminuer. Mes parents ont essayé de créer un récit dans lequel Kevin était digne d'investissement et moi un risque inutile. Mais les récits peuvent être réécrits lorsque vous avez le courage de raconter votre propre histoire. Si cette histoire de surmonter la trahison familiale et de prouver votre propre valeur vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé leurs plus grands défis en leur plus grande force. Car en fin de compte, ceux qui vous sous-estiment ne font que révéler leurs propres limites, ils ne définissent pas les vôtres. La dernière chose que mes parents m'ont dite, c'est que Kevin méritait qu'on investisse en lui et que je ne le méritais pas. Aujourd'hui, alors que Kevin sauve des vies tous les jours et que je révolutionne les solutions technologiques, tout le monde peut voir qu'il méritait vraiment cet investissement depuis le début. Nous deux, à parts égales. Comme cela aurait dû être le cas depuis le début.